Pour survivre dans le monde sauvage, il faut faire des efforts considérables. Certains animaux comptent sur des crocs acérés et des pattes rapides. D'autres en revanche ont maîtrisé des moyens de défense mortels. C'est parti! Qu'est-ce qui peut se passer si vous entrez sur le territoire de quelqu'un d'autre? Non, je parle du territoire des fourmis. Elles vont commencer à tirer avec toutes sortes d'armes. Alors non, les fourmis n'ont pas encore inventé l'artillerie, mais ce qu'elles ont est encore mieux. Vous avez probablement entendu parler de l'acide formique. Ce n'est pas de l'acide sulfurique bien sûr, mais c'est une arme qui est quand même assez efficace. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. L'abdomen de la fourmi rousse des bois contient une glande toxique qui libère de l'acide. Il passe par un conduit pour arriver dans un réservoir où il est stocké jusqu'à ce qu'il soit nécessaire. Dès qu'un danger potentiel, comme un prédateur ou un scientifique, ils peuvent aussi être dangereux, s'approche de la fourmilière ou des fourmis elles-mêmes, l'artillerie tire une volée d'acide. Et vous auriez tort de penser que ces minuscules créatures sont totalement inoffensives. La fourmi tire de l'acide depuis un trou situé près de l'extrémité de son abdomen, et elle peut viser l'ennemi. Bien sûr, pas avec la précision d'un sniper, mais il y a beaucoup d'insectes. La vie d'un seul individu n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la survie de la colonie. Les fourmis se comportent comme un seul organisme, capable de résister à l'attaque de n'importe quel prédateur, même un ours. Les insectes ont beau être tout petits, pour les atteindre, les prédateurs doivent surmonter un épais nuage de vapeur acide qui corrode les muqueuses. Qui voudrait aller plus loin dans une telle situation? Il vaut mieux trouver de la nourriture plus coopérative. Et les lézards à cornes n'en font absolument pas partie. Ces animaux ont tellement de mécanismes de défense qu'ils ont beaucoup moins de chances de servir de dîner. Ils utilisent des pointes, des couleurs de camouflage et des mouvements rapides en zigzag qui perturbent l'ennemi. Parfois, ces lézards gonflent eux-mêmes pour paraître plus gros et plus impressionnants. Mais le mieux, c'est qu'ils sont capables d'expulser leur propre sang. I have never seen a horny toad actually shoot blood out of its eyes, but it just totally shot blood out of its eyes. C'est dégoûtant et c'est aussi complètement incroyable. Regardez. Pris dans une situation désespérée, un lézard à cornes peut tirer du sang du coin de ses yeux à une distance pouvant atteindre 5 mètres. On s'attend pas vraiment à ça de la part d'une créature vivante, hein? Pour ce faire, il bloque le reflux de sang en provenance de sa tête. Il y a alors augmentation de la pression sanguine, ce qui provoque l'éclatement des petits vaisseaux sanguins autour des paupières. Alors oui, le lézard à cornes doit se faire un peu de mal pour utiliser ses super pouvoirs, mais Wolverine aussi se coupait la peau chaque fois qu'il sortait ses griffes. Tout ce spectacle déroute le prédateur, et le goût du sang du lézard est souvent désagréable. Il peut même être toxique, surtout s'il entre dans la bouche d'un canin. Mais les tirs de sang n'ont aucun effet sur les oiseaux de chasse, de sorte que les lézards à cornes peuvent facilement devenir leur proie. On dirait bien qu'il leur faut une nouvelle méthode de défense. Si les lézards à cornes étaient des animaux sociaux et vivaient dans l'eau, ils pourraient former une sorte de boule d'appât. C'est un phénomène dans lequel les petits poissons s'agglutinent en un énorme banc sphérique. Et non, c'est pas pour invoquer Satan. C'est une mesure d'urgence à laquelle ils ont recours lorsqu'ils sont menacés par des prédateurs. C'est ainsi, par exemple, que les sardines se comportent. Ce comportement instinctif est un mécanisme de défense car les individus isolés ont plus de chances d'être mangés que les poissons d'un grand groupe. Chez les sardines, donc, les boules d'appât peuvent atteindre 10 à 20 mètres de diamètre et descendre jusqu'à une profondeur de 10 mètres. Vous imaginez la taille? C'est gigantesque. Mais les boules d'appât sont éphémères et existent rarement plus de 10 minutes, se désintégrant rapidement en individus distincts. Cependant, on ne peut pas dire que les prédateurs qui tombent sur un mur de poissons en rotation font simplement demi-tour. Eux aussi se sont adaptés. Les espadons attaquent les bancs à grande vitesse pour tuer ou étourdir leur proie. Ils reviennent ensuite manger leur prise. D'autres poissons utilisent leur queue ou attaquent strictement à la verticale en tournant sur leur axe et en attrapant tout ce qui nage à proximité. Et les baleines ouvrent simplement leur bouche brusquement tout en se rapprochant de la boule d'appât. Leur technique de chasse mérite une vidéo à elle seule, donc si vous en voulez une, dites-le moi. Vous voyez, je commence à me dire que plus la créature est petite, plus elle invente des moyens de défense bizarres. Le pluvier à collier interrompu peut difficilement être considéré comme un grand oiseau. En fait, il n'est pas plus grand qu'un moineau et pèse environ 40 grammes. Mais même dans de telles conditions, il a appris à résister aux prédateurs.
Le pluvier à collier interrompu n'essaie pas d'attaquer en premier ou même de se camoufler. Il détourne le danger pour sauver ses petits. Si un ennemi s'approche, l'oiseau adulte fait semblant d'avoir un problème avec ses ailes et s'éloigne du nid, détournant ainsi la menace de la couvée. Vous voyez, il fait semblant d'être si gravement blessé qu'il deviendra une proie facile. Et quand le prédateur est suffisamment éloigné du nid, l'oiseau s'envole et retourne vers ses œufs. Je me demande combien de fois ça peut fonctionner avec le même prédateur. Distraire l'ennemi est une stratégie comportementale assez compréhensible. On ne la trouve pas seulement chez les oiseaux, et les araignées Cebrenus reichenbergii sont considérées comme uniques en leur genre, parce qu'elles sont les seules à fuir leurs ennemis comme ça. Cebrenus reichenbergii ne vit qu'au Maroc. Contrairement à sa parente de Namibie, l'araignée roue d'or, qui en cas de danger peut se mettre à rouler sur les dunes, l'araignée marocaine utilise ses pattes pour cela et peut rouler non seulement vers le bas, mais aussi vers le haut et même contre le vent. C'est une araignée ninja ou une araignée gymnaste comme vous préférez. Atteignant une vitesse de 2 mètres par seconde, l'araignée se déplace 2 fois plus vite qu'en courant de manière traditionnelle. Exactement ce qu'il lui faut si elle aperçoit une autre araignée, une solpuga ou un humain soudain à proximité. Si je voyais une solpuga, moi aussi je me mettrais à rouler. Au fait, la découverte de cette espèce a influencé les développements en biomimétique et a donné lieu à un robot expérimental qui se déplace de manière similaire. On pense que ce robot peut être utilisé dans l'agriculture, au fond de l'océan ou même sur Mars. En gros, il va pouvoir rouler partout. Et puisqu'on parle de toutes sortes de créatures rampantes, voici les vers rubans. Et les vers rubans semblent être une sorte de parent terrestre très éloigné de Venom. Quand on leur appuie dessus, ils crachent ce qui ressemble à de la bave blanche, qui prend immédiatement vie. Ouais, vraiment, regardez, ça bouge, ça bouge. Bon ok, en fait, ce n'est pas juste de la bave. C'est un de ces organes internes qui est utilisé pour la chasse. Normalement, les vers rubans lâchent leur proboscis pour attraper leur proie, et la bave qui la recouvre paralyse la proie. La seule chose qu'il lui reste à faire est de tirer et déguster. Mais parfois, les vers rubans utilisent le même principe pour se défendre contre un prédateur. Surtout parce que pour certaines espèces, c'est la seule chose qu'elles peuvent faire. Maintenant, retournons sous l'eau. Regardez ce crabe, et plus précisément, ses pinces. On dirait des gants de boxe qu'il porte en permanence. Pourquoi ? Parce que ce mec est toujours prêt à se battre. Allez, un par un. Bien sûr, comme c'est généralement le cas dans la nature, ce type de crabe n'a pas pu apparaître tout seul. Pour être plus précis, cette minuscule créature s'appelle Libia, et elle tient dans ses pinces de l'actinia. C'est-à-dire que le Libia prend des coraux spéciaux et commence à les brandir. Et ça a même un nom, le mutualisme. Il s'agit d'une forme de cohabitation entre différents organismes qui est mutuellement bénéfique pour les deux parties. Le Libia n'utilise que 3 espèces d'actinia qui apparemment ont été sélectionnées au cours de l'évolution. Pendant la chasse, le crabe se fige et se fond ainsi dans le décor environnant. Lorsque sa proie nage à proximité, il l'attrape avec ses pinces inhabituelles et les deux animaux commencent à manger. Sans les actinia, le crabe serait condamné à mourir de faim. Ses pinces sont trop délicates et il est incapable d'obtenir de la nourriture en se servant uniquement d'elles. En plus d'obtenir de la nourriture, les actinia aident le crabe à se défendre contre ses ennemis. Toutes les espèces vivant sur les pinces du Libia sont venimeuses. Toutefois, si le crabe ne trouve pas les actinia qu'il lui faut, il utilise les débris d'autres coraux ou d'éponges. C'est un peu moins cool, mais c'est mieux que rien. C'est comme s'il se baladait avec un poing américain. Alors que dans une partie des océans du monde, de petits crabes agitent des coraux pour repousser les attaques des poissons, ailleurs, en eau douce, on trouve des anguilles électriques. C'est peut-être l'une des espèces les plus célèbres utilisées pour l'intimidation. Requin, piranha, anguille électrique, choisissez le plus effrayant pour votre film d'horreur. Mais contrairement aux 2 premiers, les anguilles sont vraiment à craindre. L'anguille électrique assomme ses ennemis et ses proies avec des décharges électriques pouvant atteindre 600 volts. Elle possède des organes spéciaux constitués de nombreuses plaques électriques. Ce sont des cellules musculaires modifiées entre les membranes desquelles se forme la différence de potentiel. Les organes représentent 2/3 du poids de ce poisson. Et non, l'anguille électrique n'est pas apparentée aux anguilles ordinaires. C'est plutôt une sorte de poisson-chat électrifié. It's an electric eel. Oh! Dès qu'une anguille est attaquée par un prédateur ou qu'elle doit étourdir sa proie, les cellules des organes produisent des décharges électriques. Et croyez-moi, c'est pas très agréable. À ce jour, il y a peu de cas connus de décès après une rencontre
avec une anguille électrique. Néanmoins, de nombreuses décharges peuvent entraîner une insuffisance respiratoire ou cardiaque, ce qui peut provoquer la noyade même dans une eau peu profonde. Mais l'un des moyens d'autodéfense les plus étranges et probablement les plus effrayants est utilisé par les abeilles japonaises. Le principal ennemi de ces insectes, c'est les frelons qui attaquent et ravagent les ruches. Un essaim de 30 frelons peut détruire une ruche entière de 30 000 abeilles en 3 heures environ. Et les abeilles ont appris à se défendre. Lorsque le premier frelon s'approche de la ruche, les abeilles ouvrières se précipitent et laissent le passage ouvert, permettant au frelon de se faufiler. Une fois le frelon à l'intérieur de la ruche, les abeilles entourent l'ennemi, formant une boule d'environ 500 abeilles. Il est impossible d'en sortir. Les abeilles qui composent cette boule utilisent leurs ailes pour pousser vers l'intérieur l'air réchauffé par leur tension musculaire, de sorte que la température autour du frelon atteint souvent 47 degrés Celsius. Et comme la température maximale que peut supporter un frelon se situe entre 44 et 46 degrés Celsius, ce prédateur meurt, littéralement cuit à l'intérieur d'une boule d'abeilles. Les abeilles, en revanche, sont capables de résister à des températures allant jusqu'à 50 degrés et restent donc indemnes, et probablement très fières d'elles. A plus!